Voici Arnaud Delort. Et si ce nom sonne français à vos oreilles, c'est tout simplement dû au fait que c'est un français. Car oui, dans cette histoire, la France a un joli impact. Bien. Revenons sur notre cher Arnaud. Celui-ci étudie d'abord à l'École nationale des arts décoratifs dans laquelle il monte en 2002 un projet de fin d'année nommé Mr. Moss. L'artiste avait alors déjà créé un court-métrage nommé Pigeon Funk, racontant l'histoire de deux pigeons, et dont le synopsis est le suivant. Les deux oiseaux s'évadent de prison, se retrouvent poursuivis par la police, et la question est donc, arriveront-ils à retrouver la liberté? Bon, honnêtement, il s'agit là d'un travail d'un étudiant des années 2000, donc je n'ai pas d'infos à vous donner en plus sur l'histoire et sur si les pigeons ont réussi à s'échapper, mais je suis déjà suffisamment content de pouvoir vous montrer cette seule illustration que j'ai pu trouver du travail qui a été fait sur Pigeon Funk, et il en va de même pour le projet final Mr. Moss, donc voici la seule image potable que j'ai pu extirper. Tout ce que j'ai pu en tirer, c'est qu'il s'agit d'un court-métrage fait en noir et blanc et fait d'un collage d'images, mais pour être plus précis, ce projet raconte l'histoire de... Alors en fait, vous savez quoi? Je vais vous lire le synopsis officiel. Quand j'étais petit, Miss Marple me disait d'arrêter de torturer les insectes, ou Mr. Moss viendrait me chercher au milieu de la nuit. C'est dérangeant. Mais néanmoins, ça reste un projet qui fonctionne et qui lui permet de continuer sa vie dans le monde de l'art et de continuer d'autres projets. Au final, je vous l'ai toujours pas dit, mais Arnaud, il est très fort en montage. Voici maintenant Pascal Charrue. En plus d'être un énorme beau gosse, Pascal est diplômé des Gobelins. Non, rien à voir. Et oui, elle était facile. Les Gobelins, en fait, c'est une école d'art qui forme au cinéma d'animation, à la photographie, à la vidéo, au motion design, au design graphique et interactif et aux jeux vidéo. Voilà. Et c'est à Paris. Et vous avez vu, le site, il est sécurisé. Bon, ok, je meuble comme je peux. Le problème avec Pascal, c'est que hormis que c'est un giga beau gosse, il n'y a pas grand chose à dire. Simplement qu'en 2000, il travaille dans un studio de jeux vidéo nommé Quantic Dreams, aux côtés d'un certain Jérôme Combe, et Pascal, lui, est quelqu'un de plutôt axé sur la direction artistique et les chara-design. Donc les looks, pour faire simple. C'est tout ce que je pourrais vous dire sur lui, mais pas grave. Passons à notre prochain protagoniste, et nous reviendrons sur Pascal plus tard. Voici donc enfin Jérôme Combe. J'imagine que ce nom vous dit quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à le remettre. Bah, vous aviez qu'à suivre. Jérôme Combe commence en 1991 des études de design industriel et il décide dans ces mêmes années d'acheter un ordinateur pour apprendre la 3D en autodidacte. Et ce détail a son importance. Mais pour reprendre les événements dans l'ordre, Jérôme va d'abord multiplier les expériences professionnelles. Celles-ci sont d'ailleurs bien plus artistiques que industrielles, contrairement à ce que pouvaient laisser croire ses études. Il devient alors réalisateur cinématique, puis caractère designer sur différents jeux vidéo, comme notamment Hearth of Darkness. En gros, si un personnage a la gueule de sa personnalité et de son histoire, c'est grâce à Jérôme. Ces expériences-là n'ont pas directement d'intérêt pour notre histoire, mais indirectement si, car à cette époque-là, Jérôme commence à développer une technique assez étrange, un mélange de 2D, de 3D, tout à fait nouveau pour l'époque, absolument pas maîtrisé et qui d'ailleurs encore aujourd'hui est novateur. L'idée est simple, quand vous regardez un dessin animé, c'est tout de suite très enfantin. Pour un dessin animé fait pour enfants qui passe sur Gulli, pas de problème. Mais en conséquence, certaines séries comme les Simpsons ou Rick et Morty ont aussi un caractère enfantin. Pour Rick et Morty, c'est pas un problème. Après tout, c'est une série à but humoristique et le côté cartoon permet un large panel de gags. Mais lorsqu'il s'agit de séries comme Invincible, au caractère plus sérieux, le côté enfantin peut poser problème. C'est aussi ce qui fait que certaines séries comme Berserk sont dures à adapter, le monde de Berserk est bien trop sombre pour pouvoir utiliser la même patte graphique que One Piece. Et même si certaines séries comme Demon Slayer commencent à trouver des bonnes idées et donner un côté sérieux, ça reste encore très peu concluant sur les séries vraiment matures. L'objectif de Jérôme en fait, c'est celui-là. Passer d'une animation très enfantine à une animation beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte. Qu'on s'entende bien, j'utilise majoritairement le terme animation car c'est la finalité recherchée par Jérôme Combe. Mais en réalité, dans ce que je dis là, il faudrait plus parler de patte graphique. En fait, il faut vraiment savoir différencier l'animation et le dessin. Pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire et qui comprennent pas la nuance, je vais vous expliquer. Ça, c'est le style graphique. C'est lorsque tu prends un moment quelconque et regardes s'il est détaillé, comment les couleurs sont faites, quel ancrage a été utilisé. L'animation, c'est la manière dont s'enchaînent les images sans prendre en compte si les dessins sont jolis ou non. On prend là seulement en compte la fluidité avec laquelle elles passent de l'une à l'autre, la manière aussi dont elles passent de l'une à l'autre, mais je m'attarde pas sur le sujet. Pour faire simple, il y a dessin et animation et tous les mélanges sont possibles. Par exemple, pour Demon Slayer, vous allez avoir un bon dessin et une bonne animation, alors que dans le combat Pain vs Naruto, vous allez avoir une excellente animation, mais un dessin qui lui a été beaucoup plus critiqué. L'objectif de Jérôme, c'est donc de créer une animation plus fluide, plus mature, avec des dessins plus adultes, mais qui garde tout de même ce côté enfantin qu'offre l'animation parce que mine de rien, ça a des avantages. Pour s'expérimenter, il travaille donc sur plusieurs projets dont le clip d'une musique nommée Respire, pour un groupe de rock nommé Mickey 3D. Alors je dis 3D, peut-être qu'il fallait le prononcer à l'anglaise, j'en ai aucune idée. Dans le doute, je vais dire 3D. C'est une chanson que vous connaissez peut-être, notamment parce qu'en 2020 sortait une autre version, Respire 2020, cette fois en featuring avec Big Flo et Oli. Tout ça pour dire que le 23 mars 2003, le clip de Respire sort. Petit, écoute-moi gamin, je
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. La musique est là pour dénoncer et faire prendre conscience. Pour réussir cela, Mickey met en place une discussion, plus un monologue du coup, entre la musique et un jeune garçon. Dans un premier temps, elle lui raconte comment l'homme a commencé à tout détruire. Dans un second temps, ce qui va se passer si celui-ci continue dans cette voie, disparition de certaines espèces, de ressources naturelles, etc. Et dans un troisième et dernier temps, conclut sur les humains incapables de se remettre en cause et sur l'avenir très pessimiste dépeint par la chanson. Pour le clip, une équipe constituée de Jérôme Combe, Stéphane Hamache et André Bessy envoie au groupe de musique des storyboards et des idées par lesquelles Mickey 3D est immédiatement convaincu. Il est convaincu au point de laisser entièrement carte blanche à notre jeune équipe d'animateurs. Et il a sûrement bien fait puisqu'en 2004, le clip obtient une victoire de la musique. Commencent alors les prémices du nouveau style de Jérôme, l'utilisation d'une 3D sur laquelle on vient ajouter une patte graphique en 2D. Alors oui, c'est pas très joli. En tout cas, personnellement, je suis pas fan du rendu. Mais nous sommes qu'en 2003 à ce moment-là, et le style a encore tout le temps de faire son chemin. En plus, il a beaucoup d'avantages. À l'époque, les textures des modèles 3D pour des corps humains ressemblent beaucoup à des illustrations faites à l'aérographe. Un peu kitsch, pour être tout à fait honnête. En plus d'éviter ce rendu étrange, le rendu est plus rapide. Alors, il faut que j'explique c'est quoi le rendu. Lorsque l'on crée une scène en 3D, on la construit sur un logiciel. Mais lorsqu'on a fini de créer tout ce qu'on veut, lumière, texture et autres, et que l'on veut obtenir la vidéo finale, il faut que le logiciel calcule chaque instant, chaque lumière, chaque objet, chaque reflet. C'est ce qu'on appelle faire le rendu. Et c'est long, très long. Pour vous donner une idée, en utilisant la technique de Jérôme qui nous permet de gagner du temps, il faut 3 ordinateurs et 2 jours pour faire le rendu total du clip qui dure seulement 3 minutes 40. Et il y a d'autres avantages, notamment sur les cheveux, sur les textures qui demandent beaucoup moins de travail. A l'inverse, certains détails peuvent devenir beaucoup plus compliqués avec cette méthode. Un trait qui est épais sur un gros plan sera trop fin sur un plan large. L'épaisseur du trait doit alors varier en fonction du plan et de la caméra. C'est donc un style qui a à la fois des avantages, mais à la fois des inconvénients. Mais c'est que le début. On est qu'en 2003, le style a tout le temps de se faire son petit bout de chemin, alors laissons-lui une chance. Après le succès du clip, la même équipe est alors rappelée pour produire le clip de Yalil, une autre musique de Mickey 3D. Il y avait plus de soleil sur la ville. Et le vent nous glaçait le dos. C'est un clip qui peut se résumer comme un colossal casse-tête, 65 plans pour un total de 31 000 images rendues. En termes de gestion de fichiers, c'est véritablement un casse-tête. Enfin bref, Jérôme Combe travaille donc sur différents projets afin d'affiner ce style très spécial dont il a eu l'idée. Il réalisera des spots publicitaires et quelques campagnes publicitaires, mais rien de très important à signaler. Seulement, il va rencontrer 2 personnes dont le nom devrait vous dire quelque chose, un certain Pascal Charrue et un certain Arnaud Delors. Les 3 travaillent en équipe sur un projet publicitaire lorsqu'ils commencent à avoir une idée. Une idée vraiment folle et complètement ambitieuse. Créer leur propre studio d'animation. Et c'est comme ça que le 6 juin 2009, Fortiche fut créé. Le grand pouvoir de Fortiche, c'est ces 3 créateurs qui sont complémentaires. Lors d'une production animée, plusieurs studios se chargent chacune d'une étape différente. Un studio pour l'animation, un pour les effets spéciaux, un pour les chara-design des personnages, un autre pour le montage. Mais Fortiche, eux, ils ont Arnaud pour le montage et les effets, Pascal pour les concept art et les designs, et enfin Jérôme pour la mise en scène et les techniques utilisées. Autrement dit, ils maîtrisent à eux 3 l'ensemble des techniques nécessaires pour créer un métrage d'animation. Ça a un avantage, et pas des moindres. Lorsqu'ils produisent une vidéo, ils ont automatiquement la main mise sur l'entièreté du processus de création, ce qui va leur permettre de créer un tout cohérent, et leurs idées de départ et le rendu de fin seront donc les mêmes sans aucun problème dû à une différence de studio ou à des méthodes de travail et d'idées. Pour vous donner une idée de ce qu'ils sont capables de faire, je vais vous parler de l'un de leurs premiers travaux. En 2010, Sprite commande le Spark Film Project. L'idée, c'est de créer des modèles 3D et des cinématiques préfaites pour que les consommateurs puissent s'amuser à créer leur propre court-métrage. Fortiche est donc appelé à créer cette fameuse banque de données 3D et de plans préfaits. Et certains animateurs chez Fortiche s'amuseront même à essayer cette fameuse banque pour créer leur propre métrage. Et comme vous pouvez le voir, je n'avais pas menti. Oublions un court instant l'habillage final et considérons uniquement la mise en scène et la 3D. C'est assez impressionnant de sortir ce genre de plan alors même que le studio débute. C'est là que l'expertise de ces 3 patrons se ressent réellement. C'est comme ça que Fortiche entame tranquillement sa carrière, avec des travaux que vous avez peut-être jamais vus, une pub pour Pepsi, mais en Inde, un test nommé Model Agency, et un clip nommé La Gaviota. Et d'autres que vous avez sûrement déjà vus. Une pub pour Marie. Alors, je pense pas avoir besoin de préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée, mais au cas où, elle n'est pas sponsorisée. Un clip de Gorillaz pour la musique Do Your Thing, la bande-annonce du jeu Academy of the Champion, et enfin une pub pour Honda. Mais avant tout, il faut retenir quelques infos. Fortiche, à cette époque-là, ils sont seulement 5 au maximum,
et ils passent leur temps à travailler uniquement chez Jérôme Combe parce qu'ils n'ont pas d'autres locaux, ce qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a le don d'énerver sa femme. Mais qu'est-ce qu'il faut renier en fait de tous ces pubs, de tous ces projets, de tous ces tests? Peut-être la pub pour Marie. Après tout, la réalisation est bonne et la pub est quand même passée à la télé. D'autant qu'on est très loin du rendu qu'avait le clip Respire. Mais non, c'est pas vraiment ça qui va changer les choses. Alors peut-être le clip fait pour Gorillaz. Après tout, c'est un groupe relativement connu qui a quand même fait cette musique-là. Autrement dit, ça offre une certaine visibilité. Mais c'est pas suffisant, je sais. La pub pour Pepsi. Après tout, Pepsi c'est quand même très connu. Même si c'est en Inde et que c'est pas le pays d'origine de Fortiche, ça reste Pepsi. Mais toujours pas. En fait, l'élément qui sera décisif, c'est la gaviota. La gaviota, c'est le titre d'une chanson de Limousine. Et ceux qui se sont chargés du clip, c'est évidemment Fortiche. Pour la suite, je vais parler de la gaviota sans préciser que je parle du clip, mais évidemment, c'est pas la musique qui m'intéresse moi personnellement, mais le travail de Fortiche. Donc je dirais la gaviota en parlant évidemment de la vidéo faite par Fortiche. La gaviota, donc, est assez spéciale. Il s'agit d'un long plan séquence de 4 minutes, ça veut dire qu'il n'y a aucun cut ou aucun changement de scène, et on suit continuellement le même plan, et seule la caméra bouge sans jamais s'arrêter de filmer. C'est très rare comme plan. Notamment car le spectateur a tendance à vite s'ennuyer avec ce genre d'idée. Pourtant, ici, ça a un charme tout particulier que honnêtement j'arrive même pas à expliquer, mais je sais pas, il y a quelque chose d'attrayant dans ce clip. Je sais que, personnellement en tout cas, ce clip me laisse une sensation étrange. Mais techniquement c'est très bon, surtout qu'en 2012, nous sommes qu'au début du studio, pour rappel il a commencé en 2009. La scène est faite à partir de motion capture, puisque Fortiche manque d'animateurs en 2012, mais le reste, ce mélange 2D et 3D que l'on retrouve dans le clip, et ces plans de caméra, cette impression étrange qu'il y a vraiment quelqu'un derrière la caméra qui est présent et qui filme, qui s'immisce dans la vie du personnage, c'est ça qui fait la force de la gaviota. Elle montre tout ce dont Fortiche est capable. Briser des codes avec des plans séquences de 4 minutes, briser des codes avec une animation 2D 3D, briser des codes avec une caméra vivante. Et ça, un certain Christian Link l'a bien compris. Vous connaissez Riot Games ? Riot Games est une entreprise de jeux vidéo fondée en 2006 par Brandon Beck et Mark Merrill. Si Riot n'a pas un large magazine de jeux vidéo, le studio a en revanche un très bon ratio de jeux qui sont devenus populaires. En effet, Riot c'est ni plus ni moins que le papa de League of Legends et Valorant. Voici maintenant Christian Link, un jeune employé de Riot, chargé de s'occuper des problèmes des joueurs et c'est tout. Pourtant, Christian est un de nos personnages principaux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un simple employé, chargé d'aider les gens, devient un des personnages principaux de notre histoire? Il se trouve que Christian va commencer à composer de la musique. En fait, de manière générale, Christian va commencer à avoir de très bonnes idées artistiques. Idées qui vont plaire à nos deux créateurs, Brandon et Mark, qui décèlent chez Christian quelque chose de particulier. Et croyez-moi, ils vont pas être déçus, car si aujourd'hui Riot est beaucoup connu pour les clips promotionnels et idées de ce genre effectuées autour de League of Legends, eh bien, c'est en grande partie grâce à Christian Link. Christian monte rapidement les échelons jusqu'à alors avoir le pouvoir de diriger les petits clips promotionnels de 3 minutes. Ce sont des petites vidéos de 3 minutes que sortait Riot afin de montrer les capacités d'un futur champion. Champion, pour ceux qui savent pas, c'est le nom donné aux personnages jouables du jeu League of Legends. Chacun d'entre eux a des capacités différentes, remplit un rôle différent et possède une histoire différente. Lorsqu'un champion est prévu, il est dans l'habitude de Riot de sortir un court clip afin de montrer le personnage en action. Ça permet de donner envie aux joueurs et de montrer les différentes attaques que le champion va pouvoir effectuer. Christian doit alors se charger du clip de Jinx, un nouveau champion dont le design ne vous est probablement pas inconnu. Bref, Christian doit alors animer ce clip, et il se souvient d'un petit studio d'animation français nommé Fortiche, dont il avait vu un clip nommé La Gaviota. Ce clip avait à ses yeux quelque chose de tout particulier. C'était là très différent des productions hollywoodiennes actuelles, tendances et chères, ça avait quelque chose de très mature, de l'animation certes, mais mature. Il décide donc en 2013 de contacter Fortiche pour bosser avec eux, et le contrat avec Riot leur permet donc de passer d'une équipe composée de 5 personnes à une équipe allant jusqu'à 60 employés. Le job est simple, et ils ont un scénario préfet à animer et à rendre à Riot. C'est le même schéma que n'importe quel clip sorti pour League of Legends. Mais les 3 patrons de Fortiche entendent dire que Christian, compositeur qu'il est, a écrit une musique nommée Get Jinx. Le studio propose alors à Christian de sortir des sentiers battus, et plutôt que de faire un clip promotionnel classique, de faire un clip musical.
le clip n'a pas été si simple à créer. Il faut prendre en compte qu'en termes d'organisation, passer de 5 personnes à 60, c'est colossal, surtout qu'ils ont un temps limité pour réaliser le projet. Au-delà de ça, l'avantage de Fortiche, c'est qu'ils avaient les idées. Mais encore fallait-il les réaliser. Comment gérer des caméras complexes, comment gérer des caméras épaules, des moments avec un peu de flou, des travelling caméras, puis surtout le même problème qu'avant. Comment peindre en 2D sur une image de synthèse en 3D? Mais Fortiche a ainsi eu un sacré impact. Déjà parce qu'au moment de la sortie de Get Jinx, c'est le clip avec le plus de lore. Pour ceux qui connaissent pas le terme, le lore c'est l'histoire d'un univers ou d'un personnage. Bref, là où habituellement il s'agissait de clips de combat qui permettaient de voir les capacités des champions, ici on raconte vraiment la folie de Jinx, le fait qu'elle soit de Piltover, etc. Au-delà de ça, c'est devenu très vite le clip le plus vu et le plus apprécié. Et ça c'est grâce à Fortiche. La scène où Jinx surfe sur un missile, c'est eux. L'emblématique singe, c'est eux. Toutes ces idées viennent de Fortiche. Chaque scène de ce clip est parfaite. Mais rassurez-vous, nous ne sommes qu'en 2013 et Fortiche a encore le temps de devenir bien plus fort. Parce que certes, il y a une très forte amélioration, ne serait-ce que depuis la Gaviota, le style 2D 3D est de mieux en mieux maîtrisé, mais aujourd'hui, et les patrons le disent aussi, le clip de Get Jinx a un peu vieilli, et certaines choses auraient été faites différemment. Et il n'empêche que Christian et Riot sont alors convaincus par le potentiel de Fortiche. Si bien qu'ils décident de retravailler avec eux pour un nouveau projet. Si Riot est connu, c'est pas que pour League of Legends. C'est aussi pour son implication dans l'e-sport, et en particulier dans les Worlds. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions here at the Staples Center. It was the most... En 2011, Riot Games mettait en place pour la première fois les Worlds de League of Legends, compétition e-sport dans laquelle de nombreuses équipes s'affrontent sur le jeu afin d'obtenir le titre de champion du monde. Non seulement c'est rare aujourd'hui, mais c'était encore plus rare à l'époque qu'un studio de jeux vidéo participe activement à l'e-sport. Et quand je dis activement, je rigole pas, puisque en 2014, ils sortent carrément un son avec un clip pour annoncer l'arrivée des Worlds et créer une hymne chaque année. Et vous avez sûrement déjà entendu celui de 2014. Il s'agit de Warriors, interprété par Imagine Dragons. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est Fortiche qui est chargé du clip. La confiance entre le studio et Christian était telle que nos 3 Total Spice furent appelés pour produire le premier clip des premiers Worlds. Bien que l'on reconnaît là encore le style de Fortiche dans les plans de caméra et dans ce mélange de 2D et de 3D, il y a quelque chose qui semble différent. En effet, les chara designs sont pour cette fois non pas directement de Fortiche, mais de Robert Vallée. Un chara designer de renom, et aussi le très particulier mais dont le mérite n'est pas factice étant donné qu'il a fourni en seulement 3 jours l'ensemble des chara designs nécessaires à la création du clip. Et 3 jours, c'est peu. Mais étant donné le court temps dans lequel devait être produit le clip, c'est là une aide colossale pour Fortiche. Et Warrior, c'est surtout le clip qui a fini de convaincre Christian. Pourquoi? Parce que lorsque Fortiche prend le produit, ils sont immédiatement payés et le travail est terminé. Mais ça reste une frustration pour nos 3 acolytes. La production a été rapide, et même si le résultat est parfait pour Christian, il ne l'est pas pour ses géniteurs. Ceux-ci décident alors de reprendre le clip, et dans le dos même de Christian, ils améliorent tous les passages dont ils n'étaient pas satisfaits. Et vous savez quand est-ce que Christian découvre ça? Aux Worlds. Au moment même où le clip est dévoilé, Christian comprend qu'il a travaillé avec un studio tellement impliqué dans ce qu'il crée, que même après avoir rendu le projet, même après avoir été payé, celui-ci a continué de travailler dessus. Ça a énormément renforcé la confiance entre les deux studios. Si bien que Riot refait un projet avec Fortiche, Echo Second. They could fix any mistake. I don't need hours or days or years. I only need seconds. Bon, dit comme ça, on dirait que Fortiche est devenu un peu le studio officiel de Riot. Mais en réalité, c'est pas le cas. En 2014, Fortiche réalisait Freak of the Week pour Freak Kitchen. Et en 2015, un trailer pour le jeu Wildstar. Et dans la même année, ils produisent aussi 55 minutes d'animation pour le documentaire Le Dernier Gaulois, un documentaire diffusé la même année sur France 2. Simplement, Riot commence à s'attacher à nos Français. Ok, petite question. Vous faisiez quoi en 2015? Perso, j'étais en 6ème. Mon petit frère est né. Du 16 au 28 janvier, il y avait une protestation contre les caricatures de Charlie Hebdo au Niger. J'ai lu ça sur Wikipédia. Mais surtout, en 2015, un certain Christian Link vient d'avoir une idée. Quand j'étais gosse, avec ma sœur, on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé.
Bon, évidemment, en 2015, Arcane, ça ressemble pas à ça. Pour être tout à fait exact, à l'époque, Christian bosse avec un certain Alex Yee. Celui-ci est scénariste, il crée des histoires. Pour faire la petite histoire d'Alex, lorsque celui-ci finit ses études d'écriture, il tombe sur l'annonce désespérée d'un studio qui recherche un profil comme le sien. Mais en voyant plus précisément le studio en question, Alex se dit que celui-ci est foutu. Ça ne lui empêchera pas d'y bosser malgré tout. Et il a sûrement bien fait puisque ce studio, c'est Riot. Après avoir déjà réalisé notamment Get Jinx, les deux se demandent sur quoi ils vont pouvoir bosser par la suite. Le truc avec League of Legends, c'est que dès le départ, on sentait que le jeu avait été créé par des personnes qui voulaient lui insuffler la vie. Qu'ils s'amusaient par exemple à créer des personnages décalés pour le kiff. Si bien que les gens ont fini par s'attacher aux champions, à leurs répliques, à leurs compétences, à leurs histoires. Petit à petit, ils se demandent comment ils vivent, comment ils ont grandi, comment ils ont obtenu telle ou telle compétence, les liens qu'ils ont entre eux. Riot a créé un lore colossal avec League of Legends. Un lore si grand que nombre de vidéos sur YouTube y sont entièrement dédiées. Le monde de Runeterra, dans lequel se trouvent tous les champions et leurs histoires, est devenu un véritable mythe. Un mythe qui attire non seulement les joueurs, mais qui attire aussi Christian. Les gens en demandent souvent des adaptations de jeux vidéo. Mais malheureusement, celles-ci sont peu de fois à la hauteur. Ça arrive qu'elles soient correctes, mais rares sont celles qui ont marqué les esprits. Manque de moyens, manque d'envie, un public trop ciblé. Il n'empêche que faire une série adaptée d'un jeu vidéo, c'est super risqué. Pourtant, Christian et Alex ont cette idée folle, malgré cette peur de gâcher un travail de plusieurs années, de vouloir créer une série sur les champions du jeu. Ils veulent, pour la première fois depuis l'histoire de Riot, créer une narration longue et détaillée. Ils en ont marre des clips où l'on voit juste des champions se battre pour vanter leurs nouvelles compétences et leurs nouvelles lignes de dialogue. Christian et Alex, ils veulent profiter de la richesse du lore pour raconter une histoire complexe qui implique le joueur. Non pas qui implique le joueur, qui implique le spectateur. Car c'est là l'ambition de Christian. C'est pas de créer une série qui satisfera les joueurs, c'est de créer une série qui satisfera l'ensemble des personnes qui la regarderont. Mais il faut alors trouver quel sera le champion le plus pertinent pour faire cette série. Parce que notre duo, il a bien conscience qu'il va pas pouvoir faire une série dans laquelle dès le début il y a les 100 personnages de LoL. Jinx se présente alors comme une évidence, tout simplement parce que le personnage a toujours eu une place particulière au sein de Riot. En fait, pour l'histoire, l'entreprise a toujours eu ce côté très familial où chacun débarquait en réunion en montrant ce qu'ils avaient trouvé chez d'autres artistes ou ce qu'ils avaient gribouillé. Puis un jour, Cathy de Sousa, employée chez Riot, débarque avec un concept art. Pas juste quelques gribouillis, un concept entier qu'elle nommera Psycho Arsenal. C'était un véritable travail, presque entièrement fini, qui a immédiatement séduit les gens présents dans la pièce. Christian Link décide alors d'aller voir Brandon et Mark, les deux créateurs de Riot, pour leur proposer son idée. Faire une série sur les personnages du jeu, avec l'un des plus gros budgets jamais dépensés dans une série d'animation. Évidemment, les créateurs acceptent. C'est l'occasion inespérée de développer les histoires des champions et de faire découvrir le lore à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de League of Legends. Enfin, ça aurait été dans un monde idéal. Les créateurs refusent de se lancer dans le projet. Christian est déjà venu de nombreuses fois leur proposer des idées extrêmement ambitieuses, et c'est pour ça que les deux patrons l'aiment, mais là il y a un gouffre entre les demandes habituelles et la demande d'une série. On parle d'un studio de jeux vidéo qui n'a jamais touché à la création de longs métrages. Leur clip le plus long dure sûrement pas plus de 5 minutes. Mais Christian insiste, et Brandon sait que Christian ne passera pas à autre chose avant d'avoir compris à quel point ce projet est immense et infaisable. Mais comment lui faire comprendre la complexité de ce projet? Que ce genre d'adaptation, au-delà du fait que c'est du déjà vu, que c'est un travail colossal, tout bonnement impossible à mener. Pour faire comprendre tout ça à Christian, il faut qu'il affronte la réalité en face. Alors quand Christian débarque dans le bureau de Brandon en lui demandant pour la énième fois les $2000 dont il dit avoir besoin pour essayer et montrer que c'est possible de créer cette série, Brandon lui laisse cette fois sa chance. Christian et Alex continuent alors de réfléchir sur l'histoire. Il est hors de question pour eux de faire de Jinx un personnage comme Harley Quinn qui, dans le cinéma, est simplement un personnage fou qui rit tout le temps sans raison valable. Il faut que Jinx soit devenue Jinx à cause de son passé. Petite fille, sais-tu où est ta sœur? S'il te plaît, j'avais dit de rester à l'écart. Elle m'a abandonnée. C'est terminé. À partir de maintenant, c'est plus ma sœur. Ça va aller. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Il faut ce personnage qui doute continuellement, ce personnage qui, comme quand elle était petite, continue de montrer ce dont elle est capable, dans l'espoir de plaire à ses proches. Ils écrivent alors, réfléchissent, et c'est un travail à temps plein. À partir du moment où tu commences à écrire, t'as toujours des petites voix dans ta tête qui te racontent des histoires, des drames, des moments de joie, et parfois des moments qui valent la peine qu'on les écoute, qu'on leur laisse la place, et parfois même qu'on les couche sur écrit pour que, peut-être, ils s'intègrent dans l'histoire finale.
Maintenant, il faut prouver à Brandon que c'est une bonne idée. Et comment montrer à un patron peu motivé que notre idée extrêmement ambitieuse fonctionne? Deux choses. Un bon scénario et une belle image. Et ça tombe bien, parce que Christian il connaît un studio français qui a une plutôt belle image. À ce moment-là, il faut utiliser tout ce que Christian a appris depuis son arrivée chez Riot, tout ce que Fortiche a appris depuis 2009 et tout ce que leur collaboration a pu construire par le passé. Christian a toujours aimé le côté artistique de Fortiche, cette volonté de créer un nouveau style 2D, 3D, mais au-delà de ça, cette envie dans une seule et même production de vouloir mélanger les styles, de toujours vouloir faire des images qui racontent silencieusement tout ce qu'il y a à raconter. Christian comprend alors que s'il veut créer cette série qui plaira autant aux fans, aux personnes n'ayant pas connaissance de l'existence de League of Legends, il y a quelque chose à faire. Libérer le potentiel de Fortiche. À l'époque, faut bien comprendre que Fortiche, Christian et Alex sont plus motivés que jamais, mais que les autres, Brandon, Mark, Nicolo, qui est CEO chez Riot, et même Thomas, producteur de la série, ne sont pas du tout convaincus par l'idée. Thomas, en tant que producteur, était forcément un peu emballé, mais il connaissait la difficulté que représentait le projet. J'insiste beaucoup sur le fait que tout le monde veut leur mettre des bâtons dans les roues, mais il faut regarder 2 secondes les faits. Un scénariste et compositeur veut créer une série alors qu'il n'a jamais fait de narration plus longue que 4 minutes. Et pour cela, il s'allie avec un studio de l'autre côté de l'océan qui n'a jamais fait de production plus longue que 4 minutes. Rendez-vous compte, Fortiche, c'est au maximum 60 personnes qui ne produisent que des clips de 4 minutes. Leur production la plus longue, c'était pour le documentaire. Et là, on leur demande de produire plus de 5 heures de show. C'est ambitieux, certes, mais démesurément ambitieux. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur Jérôme Combe et sur le clip Yalil. Un clip de seulement 4 minutes avait été une horreur en termes de gestion de fichiers, alors 5 heures. Malgré tout, les équipes commencent à faire des concept art pour les personnages et mettent en place tout ce dont ils ont besoin. Christian redemande alors 5 000 $ à Brandon pour mettre en place des modèles 3D, et parallèlement, Fortiche anime différentes scènes lambda. Des scènes toutes bêtes, comme Vi dans son appartement, énervé contre sa sœur Powder qui a encore gâché quelque chose. L'objectif de ces scènes, c'est de voir si l'acting fonctionne. Il faut voir si les scènes sont crédibles et transmettent des émotions. Faire une série et un clip musical, c'est pas la même chose quand cela concerne l'implication émotionnelle du spectateur. De son côté, Brandon continue toujours d'espérer que le projet s'essouffle. Mais personnellement, je pense que Brandon a toujours eu ce fond d'espoir que le projet fonctionne. Pourquoi? Parce que le jour où Christian vient et lui demande 65 000 $, Brandon accepte. Les tests avancent de plus en plus, Fortiche rentre dans des scènes plus complexes, mélangeant émotion et combat, comme cette scène de combat sur les toits de Piltover où Jace et Vi s'affrontent. Non seulement la scène est belle et bien réalisée, mais de voir ces personnages qui ont si longtemps été coincés dans le jeu prendre enfin vie, ça a quelque chose de si émouvant pour Christian, de si émouvant que Brandon a arrêté de donner de l'argent. Du moins, il a arrêté d'en donner par dépit. Maintenant, il en avait envie. Au sein de Riot, peu de gens croyaient en ce projet, mais tous avaient compris qu'ils devaient au moins essayer. Christian avait réussi à convaincre l'entreprise de tenter l'expérience, que les chances de réussite n'étaient pas nulles. Cependant, le problème restait le même. Chez Fortiche, ils sont 60 au maximum, mais en moyenne 30, et il faut au moins 300 personnes pour créer une série. Et dans tous les cas, même le studio français ne sait pas s'il est capable de créer ces 5 heures. Ça n'empêche pas Christian de motiver les troupes, alors que la première minute du premier épisode n'était même pas animée, lui, il parlait déjà de tel ou tel épisode. Christian veut libérer le plein potentiel de Fortiche. Il leur laisse donc carte blanche sur l'épisode pilote. L'épisode pilote, en gros, c'est le premier épisode d'une série. Le studio recrute alors les meilleurs animateurs présents en France à ce moment, et l'avantage, c'est qu'avec ce mélange de 2D et de 3D, tout le monde y trouve son compte, et tout le monde prend plaisir à bosser avec eux. Ils ont quelque chose qui rend tout plus organique, des techniques toutes bêtes qui changent la donne. Par exemple, pour faire de la fumée, ils vont la faire en 2D et non pas en 3D. Ça donne un côté cartoon et ça fonctionne. Et s'ils ont ce pouvoir-là, c'est parce que ça fait 20 ans qu'il y a Jérôme Combe qui est en train de bosser sa technique en espérant qu'un jour ça fonctionne. Et là, il a l'occasion de montrer que oui, ça fonctionne vraiment. L'équipe de Fortiche passe alors de 30 à 100 employés et prendra plus de 10 mois pour animer l'épisode pilote. Et il restait plus qu'à bosser sur le reste. Le scénario était déjà tout trouvé, avec des moments d'émotion, des moments d'art, des moments de contemplation. Puis Christian est convoqué par Brandon. La salle de réunion dans laquelle entre Christian est pleine à craquer. Ce qui fait qu'au long de leur carrière, Riot a fait peu de fautes. C'est que lorsqu'ils sentent pas un projet, ils y mettent fin. Ça vaut pour la sortie d'une mise à jour, ça vaut pour la sortie d'une bande-annonce, et ça vaut aussi pour la sortie d'une série. Et là, le scénario il fonctionne pas. Alors même que celui-ci est presque entièrement écrit, l'ensemble des scénaristes présents à la réunion annoncent qu'en effet, celui-ci est pas bon du tout. Le coup est dur pour Christian. Toutes ces personnes qui ont cru en lui, qui ont été embauchées pour faire une saison entière. C'est d'autant plus dur qu'habituellement Brandon a toujours su voir le génie derrière les idées du compositeur,
très peu de compagnies ont des compositeurs à plein temps comme c'est le cas pour Christian. Mais Brandon et Mark, ils ont toujours su voir le génie derrière chacune des idées de Christian. Alors se manger ça, comprendre que l'idée n'est pas si géniale, comprendre que le scénario allait décevoir les fans, qu'il allait faire l'opposé de ce qu'il souhaitait réellement apporter, c'est dur. Fortiche, eux, viennent tout juste de finir le pilote et attaquent la suite lorsqu'ils comprennent que Riot n'aime pas le scénario, qu'ils ne veulent pas d'épisode 2 ni d'épisode 3. C'est incompréhensible, et ils se disent qu'ils ont du mal à comprendre. Pourtant, c'est bien le cas. À la fin de la réunion, Brandon vient quand même voir Christian et lui annonce qu'ils vont essayer de trouver une solution, quelque chose. Ça n'empêche pas Christian de fondre l'arme et de tout de suite aller faire une vidéo explicative pour Fortiche. Il se pose face caméra, tourne une première fois, il s'effondre en larmes, réessaye et il lui faudra une dizaine d'essais avant de finalement pouvoir envoyer une vidéo à peu près correcte. Christian demande alors si c'est possible de faire des clips avec Fortiche. Tout simplement parce que laisser le studio tomber après tout ça, ça reviendrait à signer l'arrêt du studio. Donc forcément, Riot accepte. Et c'était sûrement la meilleure idée à avoir. En premier sortira Rise, vidéo d'ouverture des Worlds de 2018. Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. Pardon, mais c'est putain de stylé. Quand Christian parlait du plein potentiel de Fortiche, dites-vous que ce gars a vu là-dedans que le studio serait un jour capable de faire ça. Non seulement le style 2D 3D devient ce que Jérôme Combe a toujours rêvé, mais surtout regardez à quel point le studio est devenu fort. On retrouve cette caméra si vivante, des plans aux perspectives magnifiques, des chorégraphies de combat compréhensibles, dynamiques et belles, des décors détaillés, des chara-design travaillés, le montage est tout aussi bien fait, les effets spéciaux maîtrisés à 100%. Fortiche est devenu un monstre d'animation. Et ils sortent alors dans la même année un clip musical sur un son de KDA, Popstar. C'est devenu la collaboration la plus célèbre entre le studio d'animation et le studio de jeux vidéo. Ce qui est intéressant avec ce clip-là, c'est ce mélange de styles. On passe du style habituel de Fortiche à quelque chose du coup très luminescent, très coloré. Et c'est ce que je vous disais, l'ambition de Fortiche, c'est de pouvoir mélanger plusieurs types graphiques dans une seule et même production. Et pendant ce temps, Christian continue de réfléchir à sa série. Et il prend conscience qu'il doit laisser sa place de scénariste. C'est dur, mais il doit embaucher quelqu'un pour le remplacer. Le problème, il trouve personne. En fait, c'est une entreprise de jeux vidéo qui veut écrire une série, donc forcément, ça chauffe personne. Alex et Christian prennent alors une décision. Ils vont écrire eux-mêmes le scénario, mais ils vont repartir de zéro, tout reprendre à zéro pour tout réécrire. Tout le scénario écrit jusqu'ici est carrément oublié. Ils engagent alors Monica Masseur, productrice qui a notamment déjà travaillé sur la série Lost, afin de les conseiller. Et celle-ci a une approche très ludique qui sera fondamentale dans le développement du nouveau scénario. Elle les conseille, certes, mais en les laissant libres. Elle n'intervient pas réellement dans leurs idées, elle est juste là pour recentrer le tout. Ça permettra de développer un scénario de plus en plus intéressant et complexe. Notre duo arrive petit à petit à s'entourer de différents scénaristes jusqu'à former une véritable petite équipe. Et voici Amanda Overton, un élément décisif de cette équipe. C'est une personne qui aime vraiment les personnages qu'elle cherche à faire vivre. Elle aime se fondre dans les personnages pour trouver quelle sera la réaction de ceux-ci devant telle situation, comment ils interagissent entre eux. Caitlyn, par exemple, est un personnage dont la spécialité est le tir au sniper. Alors quoi de mieux que de se rendre dans un stand de tir au sniper? Vi tape avec ses poings, et devinez qui a installé un punching ball chez elle? Amanda veut que chaque élément raconte quelque chose. C'est pour ça qu'elle a pris un punching ball, et c'est pour ça que le combat entre Vi et Sevika est si intéressant. Cette chorégraphie silencieuse entre deux personnages à la carrure différente qui, pourtant, racontent autant qu'une conversation. Amanda a été d'une réelle aide sur la série. Notamment parce que, à l'époque, il y avait une scène entre Jinx et Vi qui est impossible à écrire pour Christian et Alex. Ils n'arrivent pas à trouver les bons mots, le bon enchaînement, la scène qui devait être une des plus importantes devient alors si creuse que les deux hommes sont perdus. Amanda prend donc une heure sur laquelle elle réfléchit à ce passage. Et au bout de cette unique heure, alors même que les deux hommes travaillent depuis des mois sur cette simple phrase, voici ce qu'elle propose. I thought maybe you could love me like you used to. Even though I'm different. But you change too. So,
Here's to the new us. I am the monster you created. La question maintenant, c'est après tant d'années, est-ce que Fortiche va suivre le projet une deuxième fois? Mais Fortiche, eux, ils ont jamais abandonné. Ils se sont juste améliorés, ils ont cru en Christian et en ce projet jusqu'au bout. Ils ont simplement profité de ces années de pause pour s'améliorer, pour apprendre à gérer autant d'employés, apprendre à gérer des productions aussi grandes, réparer tous les problèmes qu'ils avaient pu avoir lors de leur première tentative. Et ils se sont aussi servis des clips pour améliorer et créer le style graphique qui sera utilisé pour Arcane. Et la fameuse vidéo envoyée par Christian pour annoncer la fin du projet, ils l'ont jamais montré. Autrement dit, tout est sur la bonne route pour que le projet arrive à terme. J'ai déjà pu évoquer Nicolo, le CEO, un tout petit peu. Le problème, c'est que lui et Christian sont fondamentalement opposés. Nicolo, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas dicter par ses émotions, qui est très froid, très carré dans ce qu'il fait, alors qu'à l'inverse, Christian, sa vie est dictée par ses émotions. Alors, le jour où Nicolo convoque Christian, c'est un peu la panique. Et a raison, car le CEO annonce alors qu'il ne les laissera pas faire une saison complète. C'est un deuxième coup dur pour Christian, alors même que tout le monde commençait non seulement à se relever, mais à courir, on décide pour la deuxième fois de leur couper les ailes. Le travail de Fortiche, le travail d'Amanda, tout va être jeté. Je vous laisserai pas faire une saison complète. Parce que je vais vous laisser en faire 2. Fortiche avait proposé de transformer l'unique saison en 2 saisons, pour des raisons de rythme et de narration. Et en fait, l'idée avait été acceptée. Bien, il faut maintenant trouver des gens pour leur permettre de transformer cette unique saison en 2 saisons, rendre l'histoire agréable, cohérente entre ces 2 saisons, et il tombe alors sur Melinda Redinger. Melinda, c'est pas n'importe qui. Elle a travaillé sur Aladdin et elle a déjà remporté un Annie Award. Sauf que quand elle arrive, l'équipe est très mal en point. Elle est dans une situation où Fortiche, qui n'a jamais animé plus de 50 minutes, doit construire 2 saisons et un univers entier. Parce que oui, il faut construire chaque détail de Piltover, chaque détail de chaque personnage, créer les modèles 3D, chaque objet doit demander une attention colossale, et ça, c'est complètement nouveau pour Fortiche. Imaginez, passer de créer des clips de 3 minutes à créer 2 villes entières à la fois différentes et complémentaires. Et ceux qui sont chargés d'aider Fortiche dans ce projet sont des néophytes qui sont employés dans un studio de jeux vidéo. Parce que oui, puisque Ryan n'a jamais fait de série, tout doit être reconstruit de zéro. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, les équipes sont prêtes à mettre l'argent nécessaire du moment qu'ils arrivent à créer la série qui plaira aux fans comme aux néophytes. Leur objectif, c'est de donner une âme au personnage. Et d'ailleurs, l'équipe de scénaristes dont Amanda aura été décisive sur ce point. De leur côté, Fortiche devait atteindre ce stade où une scène d'animation silencieuse devait être aussi émouvante que n'importe quelle autre scène, de n'importe quel autre film. Rendez-vous compte, Arcane, c'est l'occasion rêvée pour Fortiche de montrer au grand public de quoi ils sont capables. Certes, avec l'équipe, ils ont montré qu'ils étaient bons, mais si la série touche aussi les néophytes, alors ils montreront au monde entier de quoi ils sont capables. Les petits clips, c'est sympa, mais l'ambition de Fortiche, c'est de créer des grosses productions. La pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions. J'ai déjà amplement vanté les mérites de Jérôme Combe. C'est bien qu'on dirait qu'il porte Fortiche à lui tout seul. Mais rassurez-vous, c'est pas le cas. Les 2 autres créateurs de Fortiche sont pas créateurs pour rien. Par exemple, lorsque Jérôme rencontre Pascal, faut savoir que celui-ci c'est le meilleur appareil pour créer des personnages. Ce talent, il l'a encore. Et il s'en sert bien évidemment dans Arcane. Arnaud, quant à lui, il est assez discret en fait. Que ce soit en interview, en vidéo, etc. Il est assez discret. Pour autant, s'il a une idée, écoutez-le. Vraiment, laissez-le faire. Faites-moi confiance, laissez-le faire. En fait, il y a une sorte de règle tacite chez Fortiche. Si Arnaud a une idée, laissez-le faire. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous montrer un exemple de pourquoi il faut le laisser faire. Voici un des combats les plus emblématiques de la saison 1. La réalisation est parfaite, les images splendides, la musique sublime la scène, mais ce qui la rend si spéciale, c'est ce passage. Et ça, c'est Arnaud. Bon,
Cette vidéo étant en partie sur Fortiche, je vous propose de faire un petit voyage dans leur processus de création. C'est parti pour l'étape 1. La première étape, c'est de storyboarder les scènes. Petit rappel, l'animation fonctionne de manière suivante. On prend une image statique, une deuxième, qui ressemble mais qui est différente, et ainsi de suite, puis on regarde rapidement les unes après les autres, le dessin se met alors à bouger. Pour qu'une animation soit fluide, on va généralement mettre jusqu'à 24 dessins par seconde. Mais avant d'arriver là, il y a d'abord l'étape du storyboard. L'idée, c'est de faire l'animation mais au brouillon et avec beaucoup moins que 24 images par seconde, voire parfois seulement certains plans fixes sans aucun mouvement. Cela permet d'avoir le rythme, savoir si les changements de plan sont bons et si vraiment c'est la manière dont on veut raconter ce passage. En temps normal, on se contente de ça. Mais Fortiche et Christian, ils sont d'un autre niveau. Non seulement des personnes sont chargées de faire des storyboards et des monteurs chargés de faire les meilleurs découpages possibles, mais en plus de ça, non seulement des équipes sont chargées d'ajouter des effets spéciaux sonores par-dessus le storyboard monté, mais en plus, les doubleurs officiels vont aussi faire leurs dialogues par-dessus le storyboard. Ce ne seront pas les dialogues finaux, évidemment, qui seront réenregistrés plus tard. C'est simplement de quoi faire le brouillon de l'animation, mais ça permet de savoir à 100% quels sont les passages à retravailler. Dites-vous qu'ils ont pré-animé, pré-monté et pré-doublé l'ensemble de la série avant d'animer ne serait-ce qu'un épisode. Avant de passer à l'étape suivante, je me permets une petite digression. Lorsqu'il a fallu doubler les différentes scènes, il a fallu doubler la scène suivante. Lorsque la doubleuse anglophone de Powder est engagée, elle n'a que 11 ans. Et là où c'est drôle, c'est qu'elle en a 16 lorsque sort enfin la saison 1. Mais enfin bref. C'est surtout que la scène qu'elle devait tourner, c'était un gros dilemme pour Christian. Il voulait pas faire pleurer une fille de 11 ans. Et pourtant, sa prise a été fabuleuse. La jeune fille qui voyait en Powder et Vi la relation qu'elle avait avec son petit frère, qui ne pouvait imaginer un instant le perdre comme Powder était en train de perdre Vi, cette petite fille a su émouvoir l'entièreté des gens présents ce jour-là. Et voilà pourquoi. I only wanted to help. I only wanted to help. I only wanted to help. I told you to stay away. Please, please. I told you to stay away! No! Why did you leave me? Because you're a jinx! Do you hear me? Milo was right! No! Violet, please! Fortiche utilise donc de la 3D et de la 2D. Ils ont donc besoin de créer des modèles 3D de chaque objet et de chaque personnage. Sauf que Fortiche, ils font les textures en 2D. Donc par exemple, pour les mains de Victor, il a fallu d'abord créer le modèle 3D des mains et après texturer entièrement la main. Pour les personnages, il faut créer entièrement les modèles 3D, leur rajouter des squelettes pour que cela soit plus simple à animer. Puis enfin, il y a la troisième étape, l'animation. Une fois ça fait, il faut passer du storyboard peu précis fait en 2D à une véritable animation en 3D. Pour se faciliter la vie, il arrive souvent que les studios utilisent de la motion capture. Ils prennent un humain, un acteur, et à l'aide de différents capteurs et logiciels, le relient à un modèle 3D. Ainsi, tout ce que fait l'acteur sera recopié par le modèle 3D. Mais bien qu'ils aient pas eu le choix d'utiliser cette méthode pour la Gaviota, Fortiche ils sont pas trop fans de ce truc là, ils préfèrent utiliser le classique, faire 24 images par seconde. Par contre, ils utilisent des références. Et quelle meilleure référence que soi-même? En effet, ils ont une salle dédiée dans laquelle les animateurs s'enregistrent en faisant toutes les actions dont ils peuvent avoir besoin afin d'avoir une idée de ce à quoi peut ressembler la scène. Ça permet aussi d'avoir d'autres idées, et parfois il y a des heureux accidents qui permettent d'améliorer une scène. Qu'on soit bien d'accord, ils n'utilisent pas ces images pour les décalquer, simplement pour s'approcher au plus de la réalité. Et pourquoi choisir cette méthode et pas une plus simple? C'est parce que ce type d'animation, aussi appelée animation frame par frame, a l'avantage de forcer l'animateur à comprendre le mouvement et à la décomposer. Ça permet au final de donner un effet plus réaliste, plus naturel, et parfois ça permet aussi plus de créativité. Cette créativité, qui est maître mot chez Fortiche, a l'avantage de laisser les employés complètement libres. Prenons cette scène. On voit Echo parler avec Vi d'une manière assez particulière, comme un serpent autour de sa proie, un peu dansant. Et ça fonctionne carrément. Cette idée-là, c'est un des animateurs qui l'a eu. Il l'a essayé et Fortiche a validé. Chaque personne qui travaille chez Fortiche, du rôle visible au rôle de l'ombre, a pu apporter une pierre au château que deviendra Arcane. Cette étape, l'animation, c'est un monstre de travail. Dites-vous que pour chaque seconde d'animation, il y a un animateur qui a passé une journée dessus. Et la stat est officielle. En parlant de stats officielles, il me paraît important de préciser qu'en 2020, le studio d'animation ouvre 2 antennes, l'une à Montpellier et l'autre aux Canaries, puis qu'en 2021, Fortiche comptait alors 300 employés.
Bref, quitte à être dans l'étape de l'animation, laissez-moi souligner l'attention aux détails dont fait preuve le studio. Si un petit bout de verre sur une scène n'est pas bien transparent, non seulement il le voit, mais il corrige ça image par image. Chaque image est vérifiée afin d'y enlever toutes les imperfections, et on parle même pas de grosses imperfections que tout le monde aurait remarqué, chaque petit détail est analysé et corrigé. Les effets chez Fortiche sont aussi faits en 2D. On l'avait déjà évoqué avec la fumée par exemple. Dans le cas de la fumée, il dessine par-dessus les images une par une pour donner l'effet de la fumée. Mais comme Fortiche aime mélanger les styles, ils ont parfois d'autres effets. L'un d'entre eux est le suivant. On prend plusieurs calques transparents, puis au pinceau, on dessine le même trait sur chaque calque. Évidemment, l'épaisseur et la disposition du trait varient entre chaque calque que l'on fait. Ensuite, on met tous les calques à la suite pour les animer ensemble. Ça donne un trait un peu tremblotant, très réaliste et plutôt original. Parfait pour illustrer par exemple la folie de Jinx. C'est un job qui peut paraître relativement simple, mais suivant l'effet voulu et la caméra, ça peut vite devenir un sacré puzzle. Prenons cette scène. Pour faire l'effet, 3 semaines. Bon, j'ai conscience que ce sont des mots étrangers, littéralement d'ailleurs, donc bon, on va décrire simplement les choses. C'est dans cette étape qu'on rajoute par exemple les effets de lumière. Sauf que chez Fortiche, il y a une difficulté qu'on retrouve pas ailleurs, notamment due au style 2D 3D. Pourquoi ? Imaginons que vous travaillez uniquement en 3D, votre décor est en 3D, votre personnage aussi, et donc vous les mettez sur la même scène. Vous avez le décor et le personnage. Vous pouvez alors, via le logiciel, ajouter directement des lumières. Celles-ci sont en quelque sorte intelligentes, construites de manière à ce que le décor reflète sur le personnage, et inversement, que les ombres créées soient cohérentes. Sauf que les décors de Fortiche, ils sont en 2D. Donc la lumière que vous voyez sur le décor, elle est peinte dessus. Elle n'est pas comme la lumière d'un modèle 3D. Si je pose mon personnage sur la même scène, il n'aura pas de lumière sur lui. Alors il faut prendre chaque image et à la main ajouter les bonnes lumières au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes teintes. Dans cet exemple, Savika marche d'abord dans une zone à la lumière rouge, puis enfin à la lumière verte. Et bien ce changement, il a fallu le faire à la main. Au-delà de ça, chaque image de la scène a été faite à la main. C'était là les 5 étapes dont je voulais vous parler. Alors, ce sont pas des étapes officielles, ce sont juste les étapes dans lesquelles moi j'ai préféré les découper et dans lesquelles je trouvais que c'était le plus simple à expliquer pour vous. Mais voilà, il faut garder en tête que c'était pas vraiment officiel et il y a plein de procédés un peu secrets que va garder Fortiche parce que voilà, c'est leur travail. Enfin bref, il faut aussi garder en tête que ces 5 étapes, elles sont faites en se rajoutant des contraintes qui sont vraiment hallucinantes. Par exemple, l'une d'entre elles, c'est que peu importe quand on met pause, il faut que l'image soit à la hauteur de n'importe quelle illustration. Et ben je vous propose de faire un test. Ok, pause. 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 C'est juste monstrueux de créer ça, d'avoir chaque image de la série qui est à la hauteur d'une illustration. Bon, on parle de scénario, on parle d'animation, mais Arcane est connu pour autre chose. Arcane est aussi connu pour la musique. Et c'est clairement pas pour rien. Prenons une série classique. Pour chaque épisode, il va falloir de la musique. Généralement, on prend alors 4 semaines pour faire les musiques d'un seul épisode. Pour Arcane, ils ont pris 4 ans. En fait, d'après Christian, tout ce qui a été fait sur Arcane, musicalement parlant, n'a jamais été fait auparavant. Alors, laissez-moi vous raconter un peu tout ça. Riot a toujours aimé la musique, et a toujours été très dans la musique, au point même que dans certains pays, le studio est plus vu comme un studio de musique qu'un studio de jeux vidéo. D'un autre côté, Riot a toujours su s'entourer correctement lorsqu'il s'agissait de trouver des personnes de talent. Voici Alex Seaver, il est compositeur. D'abord joueur de corps à Juilliard, une école de musique réputée, il a vu sa carrière faiblir et a rebondi pour devenir un artiste pop à succès. En 2016, il entre alors chez Riot et est immédiatement chargé de préparer une musique pour les Worlds. Voici la première composition qu'a fait Alex pour Riot. Évidemment, Christian a demandé à Alex de rejoindre le projet Arcane et celui-ci a accepté. Sauf qu'encore une fois, Alex n'a jamais travaillé pour une longue production, et lorsqu'on parle de musique, il y a une différence majeure entre les petites et les grosses productions. Lorsqu'on fait une simple musique, il faut que celle-ci elle soit bien en tout point,
Et point final. Lorsqu'on fait une grosse production, non seulement il faut que chaque musique soit bien individuellement, mais il faut surtout créer un tout cohérent. En fait, il faut créer un mood pour la série. Prenons par exemple Pirates des Caraïbes. Il y a un nombre incalculable de musiques différentes. Pour autant, elles se ressemblent toutes. Mais en même temps, elles sont toutes différentes. Ça permet de varier les thèmes et les ambiances en gardant une immersion commune. Sachant que certaines musiques doivent en plus raconter une histoire. Prenons par exemple le thème de Silco. On aurait pu s'attendre à un thème qui fasse méchant, mais il a quelque chose de plus mystérieux, un peu attrayant. La musique à elle seule dépeint subtilement le personnage de Silco, et lorsque celui-ci ne va pas bien, Alex crée une version distordue de la musique pour coller au caractère du personnage. Enfin bref, Alex Silver rejoint donc le projet, et comme je l'ai dit, il le rejoint très tôt, permettant alors de travailler 4 ans sur les musiques de la série. Christian en fait connaît l'importance des musiques dans une série, il connaît l'importance que ça a en termes d'immersion, en termes d'émotion. Il voulait que la musique ne soit pas juste une étape à la fin, mais une part complète du développement de la série. Cependant, Alex Silver n'est pas habitué à faire de la musique d'orchestre, et généralement une série utilise un orchestre. Ça a quelque chose de plus naturel, de plus vrai, et surtout de plus profond que la musique composée sur ordinateur. Alors pour cela, on a fait appel à Alex Temple. Lui, c'est un monstre. Il est capable à lui tout seul de gérer un orchestre entier, savoir où placer quel instrument, et surtout savoir quel instrument doit jouer fort et lequel doit jouer doucement. S'il y a un violon qui joue un peu fort, lui il l'entendra et pourra rectifier pour faire de cette musique la perfection à l'état pur. En parlant de violon, mention honorable au monstre Ray, qui pour l'anecdote est sûrement le premier à jouer dans une série d'animation avec un Stradivarius, et qui a pondu aussi ceci. Tout ça, c'était pour les musiques qu'on entend en fond de série, les thèmes des personnages, et puis voilà, les musiques qui mettent un peu d'ambiance. Puis l'équipe a eu une nouvelle idée complètement déjantée. Déjà que le projet à la base était foireux, ils décident alors de se rajouter une nouvelle contrainte en rajoutant 12 chansons pop à la série, interprétées par différents artistes. L'idée, créer des moments forts grâce à ces musiques. Et c'est ce genre de moments que Fortiche pourra utiliser aussi pour développer à fond sa créativité en essayant plusieurs types, plusieurs graphismes et autres idées qui pourraient leur venir en tête. Voici Sébastien. Lui, il écrit des chansons et surtout les paroles. C'est le genre de gars où si tu lui demandes quelle idée il va avoir pour faire la musique de telle scène, il n'en a aucune putain d'idée. Par contre, si tu le laisses tranquille 2 secondes faire son truc, il va te sortir quelque chose d'incroyable. Bien, la difficulté que se sont mis Christian et les autres compositeurs, c'est de vouloir intégrer la musique directement à la série. Ça veut dire qu'il faut que les paroles, en plus d'être pertinentes et de raconter quelque chose, collent aux images, collent au rythme de la série. Le deuxième problème, c'est que Christian veut que la musique soit créée pendant la série. Sauf que quand tu vas voir un artiste pour lui dire que tu veux faire une musique et que tu lui dis que la série sort dans 2 ans, il te dit poliment d'aller te faire foutre. Et c'est normal. La solution, c'est que les équipes composent vraiment tout et aillent voir au dernier moment les artistes. Malgré tout, parfois, c'est les artistes qui ont eu un impact sur la série. Par exemple, Woodkid devait faire une certaine chanson. Puis il a entendu la démo de Guns for Hire et a immédiatement dit « Je veux essayer celle-là, je veux faire celle-là ». Selon les compositeurs, c'est la meilleure chose possible et c'est vrai que le résultat est assez époustouflant. Au-delà de ça, il y avait cette scène très importante dans laquelle combattaient ensemble Jace et Vi. Christian voulait absolument une musique sur ce passage, mais impossible de trouver quelque chose de possible, impossible de composer la musique. Quelqu'un leur recommande alors une artiste du nom de Paris, et voilà le résultat. Il y a aussi le combat de Echo et Jinx, dont on a déjà entendu parler. Les compositeurs ont envoyé la démo à 3 rappeurs et chacun a proposé sa propre version. L'idée, en fait, c'est de garder la meilleure des 3. Le problème, les 3 versions étaient parfaites. C'était impossible de choisir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 3 bons sons et qu'on ne sait pas lequel choisir? On choisit les 3. Ok, on a la musique, on a l'animation, on a l'enregistrement des voix, il ne manque plus que le montage final avec les effets sonores et tout ce qui va avec. Puis la bande-annonce sort.
Et la récompense pour ce travail commencé en 2015 et achevé 6 ans plus tard en 2021 est phénoménale. Non seulement les joueurs valident, mais des personnes ne connaissant même pas League of Legends ont hâte de voir la série sortir. Des vidéos sortent, des réactions, tout enjouées, mais aussi des analyses. Des vidéos d'1 heure qui analysent chaque image de la bande-annonce au point même qu'ils découvrent des techniques d'animation que Fortiche gardait secrètes jusqu'ici. Puis la série sort. L'équipe, qui a mis plus de 6 ans de leur vie dedans, va enfin savoir si tous ces efforts sont concluants. À ce moment-là, les créateurs de la série et les membres de Riot sont tous invités à une soirée où seront diffusés les 3 premiers épisodes, et ça en même temps qu'ils seront postés sur Netflix. Brandon, créateur de Riot, celui qui a toujours soutenu Christian, celui qui a néanmoins émis des doutes sur la série, qui a fini par craquer et laisser Christian essayer, et bah Brandon il a pleuré. Parce que tout était si parfait. C'était une simple équipe de bras cassés qui se lance dans un projet bien trop gros et qui au final arrive à donner vie à ces personnages, eux qui sont dans son jeu depuis si longtemps, et on leur a donné vie avec tellement d'âme, tellement d'émotions que forcément, les larmes coulent. Mais Christian refuse de regarder internet, il refuse de regarder son téléphone, et encore moins d'aller sur les réseaux. Par peur de savoir les avis des gens, il refuse d'affronter la réalité en face. Autrement dit, il ne sait pas si les gens sont satisfaits ou non de la série, et il refuse de le savoir. Quand Fortiche et Christian ont commencé à travailler ensemble, le studio français a tout de suite expliqué que leur but était de créer quelque chose qui rentrerait dans l'histoire de l'animation. Si ce soir-là, Christian avait regardé son téléphone, il aurait su que Fortiche avait accompli leur but,